Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau midi de l'urbanisme, donc une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant-Wallon. C'est un débat en ligne et en direct et en ligne que vous connaissez maintenant. Hein, le principe, on le fait depuis plusieurs semaines, un débat d'une quinzaine de minutes avec un acteur de l'aménagement du territoire que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Un débat sur lequel vous pouvez également interagir. Vous pouvez laisser des commentaires en dessus de la vidéo et donc on relayera les questions au fur et à mesure de l'interview si elles sont pertinentes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Olivier Capel. Olivier, bonjour. Bonjour Xavier. Alors Olivier, si on vous a invité aujourd'hui, c'est principalement parce que vous êtes spécialisé depuis 2-3 ans avec l'entreprise Altera Project dans la création et la conception de lieux de vie, donc un peu la création d'habitats groupés. C'est un type d'habitat dont on parle beaucoup pour le moment. Il y a une espèce d'engouement autour de cela. Et donc, on a voulu faire le point avec vous sur cette question. Olivier, peut-être on va juste commencer par là, en quelques mots. Qu'est-ce que c'est vraiment Altera Project ? Voilà, merci. Merci Xavier d'abord de me permettre de prendre la parole comme ça, au nom d'Émilie et moi. En fait, comment tout ça a commencé? Je vais peut-être faire un tout petit retour en arrière. Donc moi, je suis sorti en 2003 d'études d'ingénieur à Louvain-la-Neuve et j'ai bossé en fait d'abord comme gestionnaire de chantier pendant quelques années et puis j'ai fait de la prévention incendie pendant plus de 10 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai toujours eu à cœur de regarder un peu comment étaient finalement aménagés les lotissements, quelle place était laissée pour le fait que la vie commune puisse être prise en compte, comment améliorer un peu la qualité de vie. Et on s'est rendu compte en voyageant aussi, on a pas mal voyagé au travers de l'Europe avec Émilie, que un constat qu'on s'est fait, c'est qu'une possibilité pour améliorer la qualité de vie était finalement de réduire les frontières qui existaient entre les zones dortoirs, les zones de loisirs, les zones de travail. Si vous regardez par exemple aujourd'hui une photo aérienne de Wavre ou d'autres communes en Brabant-Wallon, on voit vraiment des quadrillages avec les lotissements, des quadrillages avec les zones de loisirs et les cités, les zonings industriels. Et donc voilà, on a vraiment eu envie de comprendre comment ça se passait. Donc on a été voir pas mal dans les pays nordiques, on a été en Allemagne, on a été au Portugal, et on s'est vraiment rendu compte que le co-housing pouvait être notamment une manière d'augmenter le bien-être de la population, surtout s'il était vraiment bien conçu à la base. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de la création d'Altera. Je vais un petit peu vous expliquer ça en peut-être un slide ou deux pour vous montrer. On peut passer les slides. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à l'écran le slide. Oui, non, on les voit bien. Donc, super. Mais donc voilà, c'est comme je disais, le fait qu'on ait pu voyager, on s'est rendu compte, notamment en Norvège, Suède, Allemagne, que ces projets-là pouvaient vraiment amener des réponses assez pragmatiques à des enjeux sociétaux qui sont de lutter contre l'individualisme, de partager certaines ressources, d'accéder aussi à des économies d'échelle en termes de construction, etc. Et donc, on s'est un peu penché sur la Belgique, on a fait un peu une étude de marché, on s'est demandé comment ça se passe. Et en fait, depuis plus de 15 ans, on voit maintenant que ça s'intensifie très fort en Flandre et à Bruxelles, ça arrive aussi. En Flandre, il y a Co-housing Project qui cartonne depuis une douzaine d'années. Et donc, voilà, on s'est dit en Wallonie, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on a beaucoup d'échanges avec Habitat et Participation, notamment Thierry Deby, etc. Et on se rend compte que la demande en Wallonie est énorme, mais il n'y a pas encore beaucoup d'accompagnement professionnel. Juste une précision, co-housing, habitat partagé, c'est la même chose, pour que les gens comprennent bien. Oui, tout à fait. Il y a peu de différence, c'est un peu la version... tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, habitat partagé, co-housing, habitat groupé, on est dans des notions très similaires. Mais je voulais juste insister sur les projets qu'on a remarqués qui marchaient vraiment bien. Vous avez ici quelques points qui résument ça. C'est finalement des logements qui ont quand même un minimum de 8 à 10 unités. Pourquoi? Parce qu'il y a une résilience, il y a un partage dans les énergies, surtout quand il y a des dépôts de permis. On se rend compte que ces projets-là tiennent quand même bien la route sur le long terme. Quand les projets sont intergénérationnels aussi, le fait de délocaliser un peu certaines poches de parking. Alors si en plus on sait avoir de la production locale, évidemment, ça c'est sympa. Mais ça, c'est quelque chose qui nous a marqué et qui nous a fort encouragé à
à lancer quelque chose par rapport à ça. Et donc, pour revenir à ce qui se passe en Wallonie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des groupes qui, en fait, font tout ce cheminement par eux-mêmes, eh bien, souvent, la durée d'émergence des projets est quand même assez longue. Le groupe est parfois mal ou peu formé à la gouvernance partagée, et donc ils ne se rendent pas vraiment compte de la raison d'être au début du projet, et ça peut amener à des couacs. Et alors, bon, ben, l'opportunité de trouver des terrains n'est pas évidente, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et le fait que l'on crée nous-mêmes un projet aussi, on est embarqué depuis plus d'un an et demi dans la création d'un projet dont je vous parlerai tout à l'heure, on le vit de l'intérieur aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire profiter un peu notre expérience à d'autres groupes. Et donc, voilà, très, très synthétiquement, c'est un petit peu ça qu'on fait dans Altera, c'est qu'on recherche des lieux en amont, donc à la base, on forme et on accompagne les groupes en gouvernance partagée. On donne quelques conseils en assistance juridique. Hein, est-ce que pour ce groupe-là, ce sera plutôt une copropriété, une fondation, en fonction de l'ADN du groupe? Et alors, on les aide à suivre le permis d'urbanisme aussi, je dirais, auprès des communes. Et alors, à la demande de certains groupes, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on commence à faire une première faisabilité financière avec eux. Voilà. Comme ça, ça donc, en résumé, parce qu'on connaît Habitat et Participation qui travaille à Louvain-la-Neuve, eux sont plus dans la sensibilisation, répondre aux questions, et vous vous positionnez d'une manière un peu différente où l'idée c'est vraiment d'accompagner les projets de A à Z vraiment sur le terrain. Donc là, on est dans une étape ultérieure. Tout à fait. Vous travaillez beaucoup ensemble. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, je terminerai ici avec ce slide-ci, simplement pour montrer. Donc, actuellement, on en est au 5e projet. Il y en a 2 qui sont déjà réalisés. On y reviendra un petit peu par après. Mais donc, c'est vrai que l'optique, c'est qu'on essaye vraiment de suivre le groupe de A à Z pour un peu maximiser les chances, finalement, de mener le projet à bien. Donc, on a pu développer un projet à Couvin. On est sur un projet à Villers-la-Ville. La ferme de la Balbrière à Autigny, c'est un projet qu'on a accompagné. Et alors, on est sur un autre dans le nord du Hainaut et un Tournai actuellement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour dresser le tableau, je dirais, de ce qu'on fait. Merci en tout cas. Je me demandais si avec la crise du Covid de ces derniers mois, on sait que l'habitat groupé a quand même le vent en poupe ces derniers temps, est-ce que ça s'est encore un peu accéléré? Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une demande en hausse pour ce type d'habitat, cette nouvelle manière de vivre ensemble? Je ne sais pas si vous avez perçu ça ces derniers temps aussi dans les différentes demandes et les personnes qui viennent vous voir pour… Oui, on le perçoit vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est un effet directement lié au Covid, mais depuis plusieurs années, on voit vraiment que les personnes, surtout habitant à Bruxelles, ont en fait envie de quand même sortir, je dirais, de la ville. Et comme je disais un petit peu au début aussi, on se rend compte qu'il y a une envie assez forte de pouvoir réunir et à la fois la fonction d'habitat, mais la fonction de coworking, la fonction de production plus locale aussi, etc. Et donc, je pense que cette lutte un peu contre l'individualisme aussi est vraiment présente aujourd'hui, en tout cas en Wallonie et à Bruxelles. Ça démarre en Flandre, c'est déjà beaucoup plus marqué, mais on a vu un regain, en tout cas nous, on a beaucoup de demandes. La difficulté, c'est pour trouver les fonciers finalement. La demande est là, oui. C'est parfait parce que ça rejoint déjà une première question qu'on avait eue de Marie-Françoise Sautelet qui se demandait s'il y avait une influence positive ou négative des différents confinements sur la demande future de projets d'habitat groupé. Et donc, c'est un peu la réponse que vous avez donnée. Oui. Et donc, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. On les relayera. Maintenant, j'ai l'œil dessus. J'avais raté celle de Marie-Françoise Sautelet, mais les autres sont là. Et nous avons également Thierry Deby d'Habitat et Participation qui nous précise que les demandes d'aide en première ligne ont doublé ces 3 dernières années. Oui, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, voilà, je salue Thierry s'il est à l'écoute. On a pas mal de collaborations et d'échanges avec eux. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on arrive à être complémentaires dans le sens où eux ont un brassage gigantesque de groupes. Ils ont une communication très présente. Et donc, je crois qu'ils ne sont pas en mesure non plus de fournir l'accompagnement plus sur le long terme. Mais tous les conseils qu'ils donnent, c'est déjà très, très précieux. Et on en a discuté pas mal à deux. Et on voit que la demande, pour le moment, est très forte, en fait. Et c'est marrant parce que quels que soient les âges, en fait, autant les personnes âgées que des jeunes couples, il y a un attrait grandissant, je pense. Si on parle un peu, si on va parler un peu d'aménagement du territoire, c'était il y a un communiqué de presse qui était sorti il y a quelques jours justement de votre projet Tandem à Villers-la-Ville.
En quoi est-ce que l'habitat groupé peut aujourd'hui être un frein à l'étalement urbain? Je ne sais pas quels sont un peu les aspects sur lesquels Oui, vous estimez mettre l'accent à ce niveau-là. tout à fait. Alors là, je voudrais préciser que nous, pour le moment, les projets qu'on suit sont vraiment en milieu rural ou semi-rural, hein, donc on n'est pas Ouais, du tout sur on n'est pas Bruxelles. dans Là, évidemment, c'est assez évident en termes de condensation d'habitat. Mais donc, en tout cas, dans les projets qu'on voit, tous ceux qu'on a visités, mais c'est assez clair parce qu'en fait, les projets d'habitat groupé ne construisent plus jamais des maisons quatre façades. On est toujours sur des bâtiments mitoyens, voire des rénovations de fermes. Et donc, quand on regarde l'augmentation de la densité d'habitat par rapport à la surface constructible, il n'y a pas photo, quoi, hein. On est toujours dans des rationalisations vraiment d'espace et en tout cas, les projets que nous menons à bien, on est souvent dans de la rénovation de bâtis existants, que ce soit des ailes de ferme, que ce soit des anciens hangars qui sont démantelés. Et alors, on construit des blocs de 2, 3, 4, parfois 5 maisons mitoyennes. Donc, il y a vraiment un effet, quoi. Il y a un effet. Et les groupes, en général, qu'on accompagne ou qu'on suit, sont souvent sensibles aussi à avoir une bonne intelligence dans l'utilisation des espaces. Donc, par exemple, ils vont essayer de regrouper un Fab Lab, ils vont essayer de regrouper un coworking, ils vont s'implanter en général près d'une gare. Donc, il y a des réflexions en termes de mobilité douce aussi. Oui, donc je pense que ça va de pair. on est davantage sur des réhabilitations, des rénovations avec des nouveaux modes d'habitat, donc des habitats mitoyens, plutôt que vraiment partir sur des terrains complètement vierges. Ça, je veux dire, c'est une approche. Oui, 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 tout à fait. Alors ça, ce que je constate, c'est qu'au plus on s'éloigne un peu, j'ai envie de dire, de la région Bruxelles, Brabant-Wallon, etc., où là, on a des fonciers qui sont encore plus accessibles et plus abordables, on voit peut-être plus de projets qui sortent de terre à partir de terrains encore nus, si je puis dire, hein, en zone d'habitat. Mais quand on regarde ici dans un rayon de 20-30 km autour de Villeneuve, ça devient quand même très rare d'avoir un terrain qui est accessible comme ça, ou alors ils sont déjà souvent repérés par les promoteurs en première ligne. Donc, je dirais qu'il y a maintenant tout un mouvement qui est en train d'arriver dans des rénovations, dans des revalorisations de fermes. Et c'est chouette parce que pas mal de communes sont à l'écoute et ouvertes à ça aussi. Hein, on voit par exemple des communes comme Moilin, Chaumont-Gistou, etc. Où on a des tendances, même des demandes parfois des services urbanisme pour aller vers ce type d'habitat parce que ça recrée des petits pôles de vie dans les quartiers aussi finalement. Donc, en aménagement urbain. Cette problématique de foncier, donc de terrain, signifie quoi que c'est plus compliqué de développer des projets d'habitat groupé en Brabant-Wallon. Il faut aller dans d'autres provinces pour développer ce type de projet. Je ne pense pas que c'est plus compliqué, mais l'accessibilité au terrain est vraiment difficile. Donc ça, on l'a vu de par le Covid notamment. Hein, si vous regardez un petit peu les évolutions de l'immobilier dans les quatre façades ou les appartements, pour le moment en Brabant-Wallon, on a vraiment une flambée des prix. Et donc évidemment, le prix du foncier est quasiment directement lié à la proximité de Bruxelles. Donc je ne dirais pas que ce soit nécessairement la philosophie du Brabant-Wallon qui fait que c'est plus difficile, mais Ça coûte l'accessibilité. plus cher. Ouais. Voilà, c'est plus cher, quoi. C'est plus Et cher. donc, on voit souvent une dichotomie dans les groupes qui nous approchent, c'est qu'ils aimeraient bien rester près de leur noyau d'amis, d'école, etc. Mais d'un autre côté, c'est difficilement accessible financièrement. Et d'un autre côté, si on va du côté du Condro, Marchand-Famenne ou plus dans le Hainaut, ben, on voit tout de suite une diminution des prix. Mais voilà, il faut faire un petit peu ce sacrifice de la distance, quoi. C'est une statistique qu'on avait vu passer chez Habitat et Participation, justement. Il relevait qu'il y avait seulement un habitat groupé sur 10 qui voyait le jour en Wallonie. Hein. Donc il y en a un sur 10 qui se développe vraiment, qui se concrétise par rapport à toutes les réflexions qui sont lancées. Comment on peut expliquer ce ratio si faible en fait? C'est la longueur de la procédure, c'est complexe de créer un groupe, c'est quoi un peu Oui, alors donc c'est vrai, hein, ces statistiques donnent parfois un peu froid dans le dos, mais je crois que ça va de mieux en mieux. Mais il y a en effet quand même pas mal d'échecs dans les projets. Nous, on a pu identifier 3-4 choses. C'est que je crois d'abord qu'il y a des groupes qui foncent tout de suite sur les aspects de procédure, d'aller voir un notaire, quelle structure juridique, mais ils ne se sont pas vraiment posé la question de la raison d'être du projet à fond. Et donc, ils se retrouvent parfois à 2-3 semaines de devoir investir, de signer pour la copropriété, l'acte de base, en se rendant compte qu'en fait, ils n'avaient pas la même vision et les mêmes envies par rapport au projet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît en tout cas important, que nous, on conseille, c'est de toujours passer beaucoup de temps d'abord au début pour être sûr de son coût et qu'est-ce qu'on veut faire du projet, quelles activités on veut développer. Ça, c'est, je pense,
une des raisons, le facteur humain reste quand même pas facile, quoi, hein. Si on n'a pas des outils en intelligence collective, ça peut parfois être un peu difficile. Je crois aussi qu'au niveau financier, eh bien, il n'y a rien à faire. Ça reste des décisions, c'est le choix d'une vie, hein. Bon, construire ta maison en couple, c'est déjà pas mal de discussions. Et donc là, venir se greffer aussi dans toute une petite communauté, ce sera très souvent bénéfique parce qu'il y aura un mécanisme de solidarité, mais ça peut faire peur un peu, je pense aussi. Et alors, la troisième chose qui est pas évidente, c'est, comme je le disais, c'est la nature des fonciers, quoi. C'est qu'il faut quand même aller assez vite finalement, parce que sinon les promoteurs arrivent. Et alors, on a souvent entendu des cas déjà où il y a des capacités pour faire 7-8 logements, parfois 10 logements. Et alors, au moment où il faut tous se mettre d'accord, ben, il y a 2 familles qui se rétractent. Et alors, ils ne sont plus en mesure d'acheter. Et là, on a un promoteur qui passe. Et donc, ça, voilà, je pense que ce sont des raisons qui font que malheureusement, c'est pas encore. Voilà, c'est pas toujours facile, quoi. Et en moyenne, si moi, par exemple, je me lance demain dans un habitat groupé, il faut combien de temps pour voir émerger un projet, enfin, non, même pour rentrer dans sa maison, Ouais, alors. combien d'années de réflexion, de projet? Ben ça va dépendre très fort. Il y a un peu deux typologies. Soit vous arrivez à être dans une rénovation. Si c'est une rénovation de ferme existante, on en suit plusieurs. Ben là, ça peut prendre, je dirais, de 2 à 3 ans. Hein, quand même, le fait de se mettre d'accord, de faire l'acquisition, entamer les cahiers de charges et faire les rénovations. Bon, il faut compter entre 2 à 3 ans. Maintenant, si vous trouvez un terrain qui est constructible, mais où aucun bâti n'est présent, là, c'est plutôt autour des 4 ans, quoi. Et puis ça dépend aussi, j'imagine, le nombre de familles, le nombre de ménages qui constituent déjà un peu, on va dire, un noyau dur sur lequel on pourrait ajouter l'une ou l'autre personne. Ça, au plus le noyau est important, j'imagine, au plus ça va vite ou alors, ça, c'est pas facile de répondre parce qu'il y a des modes de fonctionnement très différents, hein. Il y a par exemple des bureaux comme Coarchi à Bruxelles qui fonctionnent et qui font un travail remarquable aussi. Mais donc, eux ont par exemple une philosophie où ils vont rassembler la totalité du groupe et ensuite permettre de remettre une offre pour acheter. Donc là, évidemment, ça va être un timing particulier. Il y en a d'autres où ils se constituent avec un petit noyau de base et c'est ce petit noyau de base qui va prendre le risque financier, entre guillemets, de créer une structure juridique. Ensuite, de faire rentrer des familles dans la structure juridique. Et donc, tout ça, évidemment, va faire qu'on a des délais qui sont un petit peu différents. Mais en moyenne, si vous avez un chantier de construction qui est quand même adjacent à votre projet, il faut compter entre 3 à 4 ans, quoi. Mais je dirais que c'est un peu une bonne chose parce que profiter du chemin fait aussi partie de la beauté du projet. Et voilà, quand on s'engage pour les 20-30 prochaines années à vivre ensemble, c'est bien de se connaître un peu aussi. Et donc, ça, voilà, aller trop vite, je pense, n'est pas toujours nécessairement non plus un gage de réussite. J'imagine qu'il faut être aussi un nombre minimal par rapport au départ éventuel, si là quand l'habitat groupé est lancé, pour éviter les désagréments, que tout s'écoule. Là, il faut, je sais pas, être un certain nombre, comme le précisait Marie-Françoise Sautelet, elle estimait qu'il fallait être en dessous de 12 UH. Oui, unité d'habitation. Unité d'habitation, voilà. D'y développer une vraie mixité générationnelle, c'est compliqué. C'est quoi le chiffre minimum dans lequel on... Alors, ça, de nouveau, c'est quand on voit un peu les statistiques, hein, je crois qu'en Wallonie, on approche les 400 habitats groupés, donc évidemment, il y a de tout, et je crois qu'il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre, hein. Je pense qu'il y a des petits habitats groupés qui fonctionnent super bien, qui se mettent en route sans doute un peu plus vite. Nous, disons que la seule chose qu'on a constatée en allant en interroger beaucoup, c'est que sur le long terme, en termes de résilience, parfois dans les petits habitats groupés, ça peut se scléroser un peu plus vite, quoi. S'il y a une séparation, ou si des personnes quittent le projet, des habitats groupés un peu plus grands vont mettre plus de temps à se concrétiser, mais par contre, sur le long terme, c'est solide parce que l'impact d'une famille sera moins important sur la vie du groupe, etc. Donc nous, en tout cas, dans ce qu'on a vu à l'étranger, dans les pays nordiques, souvent les projets sont entre 10 à 20, voire 30 unités, quoi. Et ça, c'est des projets qui ont vraiment une belle longévité. Et alors, comme dit Marie-Françoise Sautelet, elle a tout à fait raison, ça permet d'intégrer plus de mixité intergénérationnelle aussi. C'est un petit peu ce qu'on essaye de viser dans certains projets qu'on accompagne, c'est d'avoir peut-être 5-6 familles de la trentaine, 5-6 familles 40-45, et puis des personnes plus âgées. Et ça, l'aspect sympa de ça, c'est que tout l'habitat groupé ne vieillit pas en même temps, en fait.
parce qu'on a vu des cas d'habitat groupé qui se sont tous constitués au même âge. Et alors, bon, voilà, une fois qu'ils atteignent l'âge de la pension, ben, c'est un peu plus difficile pour des tâches manuelles, ce genre de choses. Donc, l'intergénérationnel est quand même un plus, je pense, dans ce genre de projet. Ben, on peut peut-être juste faire une parenthèse et présenter justement le volet intergénérationnel sur un projet concret, hein, 2 projets sur lesquels que vous accompagnez pour le moment. Tout à fait, tout à fait. Il y en a un, je vais juste retrouver retrouver pardon, voilà. le slide et on y est. Je vais enlever ça. Donc c'était un projet à Villers-la-Ville. Oui, voilà. Donc ça, c'était un des 5 projets qu'on accompagne pour le moment. C'est d'ailleurs le projet dans lequel on va nous-mêmes aller vivre avec mon frère, des amis et donc 9 autres familles pour le moment. Par contre, on ne voit plus à l'écran. Je ne sais pas si vous avez éventuellement. Ah ben voilà. Ah oui, c'est parce que j'avais mis le plein écran. Voilà. Comme ça, vous le voyez? C'est parfait. Nickel. Oui, donc ce projet-là, on est parti sur, donc on est au stade de la demande de permis, et donc l'idée, ce sera de faire 14 unités, en fait, entre 95 et 200 mètres carrés, et une rénovation de 300 mètres carrés de communs. Et donc, justement, dans ce projet, eh bien, on a prévu d'avoir plus ou moins un ratio de 5 unités pour des personnes âgées, 5 unités pour des familles, 30, 35, et puis 5 avec des familles d'enfants un peu plus âgés. Et pour le moment, c'est assez lié, parce que dans les 9 familles présentes, on a déjà ce ratio intergénérationnel, et c'est très riche en termes d'input, d'échanges, etc. Donc ça, c'est chouette. Et alors, la particularité de ce projet, c'est qu'elle est intégrée dans un site qui est magnifique. En fait, on a 3 hectares 8 de pâture et de zones agricoles autour. Et ça, c'est très motivant pour le groupe aussi de pouvoir envisager dans quelques années de planter des fruitiers, de faire un potager, ce genre de choses. On a essayé très fort de travailler l'intégration du projet par rapport au site, par rapport à la rue et au site, quoi. Et alors, un autre exemple, que sans doute déjà pas mal de personnes ont entendu, c'est à Otigny le projet de l'arbre qui pousse. Donc ça, c'est un projet qu'on a accompagné il y a 1 an et demi pour faire la faisabilité jusqu'à l'acquisition de la ferme. Et là, on est sur un principe plutôt de location, où il y a 8 unités de logement et une coloc qui sont en location voilà, si vous voyez un petit peu ici au niveau du curseur. Là. Donc, mais alors, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à la ferme de la Balbrière, l'ancienne ferme de la Balbrière. Voilà. Et alors, la richesse de ce projet aussi, c'est que, comme vous voyez, il y a 1200 mètres carrés de communs, que ce soit en termes de cuisine commune, d'un coworking, d'un petit resto. Et alors ici, si vous voyez la vue par rapport à l'intégration au site, de nouveau, ça faisait partie de l'étude de faisabilité, c'était de trouver un lieu qui était très très bien intégré dans un vallon et qui offre en fait de belles possibilités de maraîchage, de permaculture. Il y a même des petites écoles communales qui viennent faire des stages de haut grand air, etc. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de projet, je dirais, qu'on développe. Et on retrouve aussi ici finalement beaucoup de mixité en termes d'acteurs de projet. On a autant des jeunes qui réparent des vélos que des personnes qui font de la permaculture. Enfin voilà, c'est assez diversifié, quoi. Et donc ça, c'est votre premier projet qui est vraiment concrétisé par rapport aux 4 ou 5 autres qui sont en cours de développement. Tout à fait. On va juste terminer par une question, une dernière petite question. Décidément, c'était Marie-Françoise Sautelet encore, qui est très active, on la remercie, et qui s'interrogeait un peu sur votre accompagnement, voir un peu comment ça se passait, notamment au niveau du financement. Est-ce que c'est un forfait lié au nombre d'unités? Et puis, qu'est-ce qui se passait après, une fois que tout est en place? Est-ce que vous agissez pour résoudre les conflits ou si vous laissez la patate chaude après normalement, dans votre accompagnement, il n'y a peut-être pas de conflit, si c'est bien fait. Je ne sais pas. Donc, voilà, vous pouvez l'éclairer un peu. Ok, eh bien en fait on fonctionne de 2 manières, c'est-à-dire que soit les groupes viennent nous voir et alors ce sont des demandes vraiment ponctuelles,
Donc là, alors on travaille, mais on demande quand même qu'il y ait minimum 4 rencontres pour qu'on puisse nous aussi nous imprégner du projet et que l'investissement en temps soit aussi constructif de part et d'autre. Donc ça, on a fait plusieurs fois avec des groupes. Ou alors, on accompagne le projet de A à Z, c'est-à-dire à partir de la recherche du foncier, la faisabilité, etc. Et donc, on signe alors une convention d'accompagnement qui va se prolonger pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On est vraiment à 50-50 pour le moment dans les projets. Mais alors, c'est amusant parce que la question, c'est vrai, est très pertinente. Ça nous est déjà arrivé quand même dans un projet de revenir un peu par après pour aider au processus d'adhésion, pour quand le groupe s'agrandit, par exemple, ce genre de choses. Donc, voilà, souvent, ça devient un peu des amis aussi, les gens qu'on accompagne, et donc on n'abandonne pas, je vais dire, un projet par après. Ça, c'est évidemment pas du tout l'optique. Mais donc, voilà, c'est un petit peu nos 2 manières de fonctionner, quoi. Soit on le fait de façon ponctuelle, mais c'est vrai qu'on a une préférence pour un accompagnement complet, parce qu'alors on suit avec le groupe tout le développement du projet aussi. C'est plus chouette, quoi. Eh ben Olivier, un grand merci en tout cas pour tous ces éléments. Vous pourrez retrouver dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, le lien vers Altera Project. Il y aura aussi un lien vers différents documents d'habitat et participation qui vous permettront d'avoir toutes les informations sur l'habitat groupé, l'habitat partagé, si vous en êtes intéressé. Donc voilà, le prochain mini-midi d'urbanisme, ce sera dans 15 jours, donc dans vendredi dans 15 jours, je n'ai pas la date. Et là, on s'intéressera un peu, ce sera un mini-midi un peu particulier où l'idée, c'est de poser un peu toutes vos questions sur le plan urbanistique, les questions qui vous taraudent le plus souvent, et un juriste spécialisé dans ces matières-là vous répondra, mais vous pourrez retrouver évidemment toutes les informations sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Olivier, merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup, merci à toi Xavier. Alors. Une très belle fin de semaine. Oui, merci. Au revoir. Merci.